Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'information sur la télévision TAL. La saison des pluies s'installe et annonce le début d'une nouvelle campagne agricole au niveau de la centrale d'approvisionnement d'intrants et les autres acteurs concernés. L'heure est au préparatif entre espoir de bonne récolte et défis à relever. Les autorités en charge de la question agricole se mobilisent pour une campagne réussie. Les détails avec Zulkifil Amadou et Ibrahim Abdoulaye. À l'approche de la campagne agricole 2026, les préparatifs s'intensifient au Niger. Cette période est marquée par la mise en place de plusieurs dispositifs visant à accompagner les producteurs dans le démarrage des activités champêtres. Parmi les actions engagées figure l'approvisionnement en intrants agricoles, la mise à disposition du matériel agricole ainsi que les mesures destinées à faciliter l'accès des producteurs aux différents facteurs de production. Les prévisions telles qu'elles ont été publiées par le CILS et la Direction nationale de la météorologie font ressortir que les prévisions sont globalement favorables pour le Niger, avec des perspectives donc de pluie, de la pluviométrie normale à excédentaire sur pratiquement toute la bande agricole du pays. Et donc, tenant de cette perspective, pour la Caïma, cela constitue pour nous un signal très fort et très important, donc qui nous amène à renforcer davantage notre dispositif d'approvisionnement en entrant afin de répondre à la demande, certes potentiellement beaucoup plus élevée, en entrant agricole et zootechnique et en équipement agricole. Des risques d'avoir des périodes sèches, donc des pauses pluviométriques au-delà de 10 jours, en début de campagne et qui peuvent être encore beaucoup plus longues vers la fin de la campagne. Nous abordons cette nouvelle saison avec une ambition claire. Importer moins, produire plus, transformer localement et créer de la valeur chez nous comme le souhaite le chef de l'État. Cette année, évidemment, l'accent sera mis de manière cruciale sur l'adaptation aux variations climatiques et sur la transition vers des pratiques durables. Vous constatez avec nous que cette année, il fait très chaud, très chaud. Et la météo a déjà prévenu les gens pour dire qu'il va y avoir beaucoup de pluie. Entre espoir des producteurs et dispositions annoncées par les structures concernées, la campagne agricole 2026 entre progressivement dans sa phase active, avec en ligne de mire le renforcement de la sécurité alimentaire des populations. La préparation de la campagne a commencé, disons, depuis notre planification du plan annuel 2026 qui a été validé par nos tutelles techniques et tutelles financières. Et dans ce plan de travail, nous avons bâti en collaboration avec les services techniques du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, et qui nous a permis d'identifier les besoins et donc de planifier le processus d'approvisionnement sur l'ensemble des différentes régions de notre pays. Pour la réussite de la campagne au niveau de la Caïma, pour nous, cela repose d'abord sur la disponibilité des intrants au bon moment et au bon endroit. Et c'est à ce titre que la Caïma donc, a très tôt identifier les différents points de vente et nous avons aujourd'hui 200 points de vente répartis sur l'ensemble des 8 régions de notre pays. Engrais sont disponibles au niveau de ces différents centres et nous avons pris des stratégies aussi des grandes zones de pôle agricole, donc pour rendre beaucoup plus de quantités disponibles dans les zones de haute production agricole telles que les zones sud où il y a une forte demande et dans la région d'Agadez. Et chaque région, c'est en fonction de ses besoins et de ses spécificités, les types d'engrais et les types de semences ont été mis en place. La préparation de la campagne se structure autour de 2 axes principaux. D'abord, l'accompagnement de proximité, c'est-à-dire le renforcement du conseil, la sensibilisation, surtout une sensibilisation qui prend en compte l'agroécologie. Donc nous essayons de travailler en tenant compte de ces écosystèmes et en fonction des écosystèmes, nous essayons d'adapter le secteur, soit conseiller les éleveurs face
donc au changement climatique, où nous conseillons les agriculteurs face aux semences ou face aux zones inondables. Donc ça veut dire qu'il y a 35 000 tonnes qui sont sur le territoire national. Et sans oublier qu'il y avait eu un don marocain qui était aussi là. Donc quand vous regardez tout ça là, ça veut dire qu'en termes d'intrants aujourd'hui, le pays est doté véritablement de ce qui lui permet de faire la campagne. À quelques semaines du lancement effectif des travaux champêtres, l'ensemble des acteurs concernés reste mobilisé afin de créer les conditions nécessaires à une campagne agricole 2026 productive et bénéfique aux populations nigériennes. Face aux défis sécuritaires actuels, les autorités renforcent les mesures de protection autour des zones jugées sensibles de la capitale. Parmi les décisions prises figure l'interdiction des activités agricoles au niveau de la ceinture verte, notamment en ce qui concerne les cultures de plantes à hauteur. Une mesure favorablement appréciée par les citoyens. Ridouane Bolmaï et Daouda Abdou. La ceinture verte de Niamey, longtemps exploitée à des fins agricoles, fait désormais l'objet de nouvelles restrictions. Les autorités ont décidé d'interdire les cultures, notamment les plantes de grande hauteur, dans cet espace stratégique. Une mesure qui vise à renforcer la sécurité et à préserver la vocation première de ce poumon vert de la capitale. Je pense que c'est une très bonne initiative. Les individus qui créent l'insécurité profitent souvent des endroits difficiles à surveiller pour se cacher et mener leurs activités. Il y a l'exemple de l'attaque de l'aéroport international. Avec cette mesure, la ceinture verte sera davantage dégagée et visible. Ça fait longtemps que nous attendions ce genre de mesures. Les producteurs peuvent toujours pratiquer leurs activités avec d'autres cultures qui ne posent pas de problèmes de visibilité. Tout le monde sait ce qui se passe parfois dans la ceinture verte. Nous encourageons donc les autorités à poursuivre dans cette voie. Pour moi, cette décision est une très bonne chose. Nous entendons souvent parler d'agression du vol et d'autres activités illégales dans cette zone. Avec cette mesure, la ceinture verte sera limpide et plus facile à surveiller. Nous devons tous soutenir cette décision des autorités. Les espaces que vous voyez, si on ne prend pas des mesures, peuvent servir de refuge aux bandits. Une décision qui constitue une réponse adaptée aux préoccupations sécuritaires du moment. Je pense que la population doit comprendre que cette mesure a été prise avant tout pour renforcer la sécurité et protéger les citoyens. Elle ne vise pas à porter préjudice aux agriculteurs, mais plutôt à préserver l'intérêt général et à prévenir les risques liés à l'insécurité. C'est une décision que nous accueillons favorablement. Dans cette zone, la population est agressée même en plein jour. À la tombée de la nuit, le sentiment d'insécurité est encore plus grand. Nous adhérons pleinement à cette mesure des autorités. Toute décision qui va dans le sens d'assurer la sécurité de la population doit être soutenue par tout le monde. Les bandits peuvent se cacher dans les plantations de mil et de sorgho pour agresser. Les autorités ont autorisé les plantations de haricots et d'arachides qui sont aussi bénéfiques. Vraiment, c'est une bonne initiative, vraiment, c'est bien pensé. Parce que vraiment, s'il y a les plantes là qu'on avait interdit de planter, on tue même les gens dedans. Il y a des consommations de drogue, tout ça là, les trafics, tout ça là, ça se passe, les mauvaises choses dedans. Elle contribue à la sécurité de la population du moment que les forces de l'ordre, ils ont accès plus, donc c'est plus visible. Ils ont plus accès à voir le danger qu'avant.
Entre impératifs sécuritaires et préservation de l'environnement, la décision des autorités semble trouver un écho favorable auprès de la population. Beaucoup espèrent qu'elle contribuera à une meilleure protection des citoyens et à une gestion plus efficace de la ceinture verte. Le mois de juin marque le début de l'installation de la saison pluvieuse au Niger. En effet, pour les agriculteurs, c'est le moment idéal de choisir leurs semences. Celles-ci jouent un rôle important dans la production agricole car elles constituent le fondement de toute bonne récolte. Le reportage est signé Khadija Namaïwa et Ibrahim Abdoulaye. Au Niger, l'agriculture constitue le pilier de l'économie nationale. Elle représente près de 27,9% du PIB et emploie plus de 80% de la population active. À l'entame de la saison pluvieuse, les semences jouent un rôle primordial de l'agriculture car elles sont le fondement de toute bonne récolte. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup frappés par le changement climatique. La semence de la variété améliorée est très recommandée et très importante. Vu son rendement, vu sa résistance à la sécheresse, vu aussi sa précocité. Donc c'est des semences qu'il y a d'autres à 65 jours, ça va boucler. Il y a d'autres avec 2 mois de pluie, ça va boucler. Il y a d'autres aussi, s'il y a eu une poche de sécheresse, ça va atteindre son objectif. Donc c'est ça son importance par rapport à la semence dite locale, qui du point de vue de rendement, ça ne répond pas. Du point de vue climatique aussi, ça ne répond pas. Et le cycle est long et le rendement aussi n'est pas du tout satisfaisant. Face au changement climatique, il est important pour les agriculteurs de sélectionner des semences adaptées aux conditions agroclimatiques de leur zone afin d'optimiser les rendements et de réduire les risques liés aux aléas climatiques. Il y a beaucoup de variétés qui ont été développées par la recherche agronomique nationale et même internationale, des semences qui sont adaptées au changement climatique. Pour le mil, vous avez la chatterie qui est vraiment très bien adaptée, qui est très précoce. Et vous avez les variétés comme les Doubani, les ICMV, qui sont résistantes au stress hydrique, mais aussi qui sont plus adaptées peut-être dans certaines zones de production. Pour le sorgho, vous avez l'Irat, qui est très bien aussi, qui est précoce, qui a été très vite adopté par les producteurs parce qu'ils ont vu les bénéfices de cette variété. Donc ça dépend aussi de l'agroécologie, de là où la production est faite. Bon, malheureusement aussi, il y a un problème d'accessibilité de ces variétés ou même de vulgarisation de ces variétés au niveau des producteurs. Il est donc essentiel pour les agriculteurs de faire un choix judicieux de leurs semences en s'appuyant sur les conseils des techniciens et spécialistes du secteur. Car l'agriculture reste et demeure un pilier de développement pour un pays comme le Niger, où l'agriculture constitue la principale source de revenus pour une grande partie de la population. La saison des pluies s'installe progressivement et la ville de Niamey s'attelle à l'opération de curage des caniveaux. Cette opération consiste à désengorger les voies de drainage afin d'évacuer les eaux pluviales et prévenir les inondations. Le reportage avec Hima Saïbou et Maman Sani Hassan. Le curage des caniveaux est un nettoyage régulier organisé par la ville de Niamey à la veille de chaque saison des pluies vise à faciliter l'écoulement des eaux pluviales, à prévenir les inondations et à limiter la prolifération des moustiques. L'opération se passe ainsi dans certains quartiers, notamment à Yantala, où les équipes de la ville de Niamey procèdent au curage de ces caniveaux qui sont encombrés de déchets solides. On apprécie vraiment parce que surtout en ce moment de saison-là, vraiment nous, quand les pluies commencent à tomber, vraiment jusqu'à 3 h du matin, nous on ne dort pas à cause des forces là, si ce n'est pas curé. Donc c'est nos maisons qui sont alignées et vraiment on apprécie, la mairie est en train de travailler, mais nous aussi on est vraiment fautifs parce qu'il y a des gens, c'est la nuit, ils versent des ordures dedans. Il faut qu'ils mettent une brigade de veille pour contrôler, sinon ça ne finit jamais. Cependant, malgré ces efforts, certains caniveaux sont de nouveau obstrués
en raison des actes d'incivisme de certains citoyens qui déversent des ordures ménagères. Cette situation compromet les travaux de curage entrepris et favorise l'accumulation des eaux usées ainsi que les risques d'inondation dans plusieurs quartiers. Intégré à diverses préparations culinaires, l'œuf est présent dans le quotidien de nombreux ménages. Au-delà de son goût apprécié, cet aliment regorge de qualités nutritionnelles qui en font un allié précieux pour la santé. De sa richesse en protéines à son apport en vitamines essentielles, découvrons les multiples vertus des œufs dans ce reportage de Rabia Maman Siraji et Ibrahim Abdoulaye. Disponible sur tous les marchés de la capitale de Niamey et au niveau de quelques points de vente, l'œuf est considéré comme un super aliment complet, économique et présentant une densité nutritionnelle exceptionnelle pour l'organisme humain. Utilisé dans la cuisine, dans les gommages et dans les traitements des cheveux, l'œuf est devenu aujourd'hui un aliment essentiel dans le quotidien des populations. Il faut retenir que les œufs, quelle que soit la forme de leur consommation, qu'ils soient consommés sous forme des omelettes, donc accompagnés avec une tache de beurre ou d'huile, ou bien consommés sous forme pochée, ou bien œufs durs, avec leur coque, comme nous avons l'habitude ici de consommer, puisque les versions pochées un peu ne sont pas de nos habitudes culinaires, contiennent des vertus. Donc, l'une des premières vertus des œufs, c'est le volet protéique, la teneur en protéines. Puisque si vous remarquez un peu même dans le classement des groupes d'aliments, les œufs sont classés un peu dans, on va dire, les groupes d'aliments viande, poisson, œufs. Donc, et ce classement est dû juste à ce facteur, à cette richesse en protéines. Parlant de cette protéine, il faut retenir qu'un œuf nous apporte environ 6 grammes de protéines. Donc, pour une consommation un peu réglementaire sur le plan nutritionnel, d'environ 100 grammes d'œufs, donc environ 2 œufs, qui est considéré un peu sur le plan nutritionnel comme une consommation, on va dire, réglementaire, qui n'est pas excessif, puisque normalement c'est 1 à 2 œufs par jour. Il faut retenir aussi que les œufs nous apportent de l'énergie, puisqu'on consomme aussi un aliment pour cet apport énergétique. Donc, il nous apporte de l'énergie, il est riche en matières grasses, les lipides, mais pas aussi n'importe quel lipide. Nous avons les acides gras essentiels qui sont recherchés, qui sont bons pour le système nerveux. Donc, il y a aussi les oméga 3, oméga 6 aussi qui participent au bon fonctionnement du cerveau. Il faut aussi faire une retombée sur les volets vitamines des œufs, puisque les vitamines aussi ils participent au bon fonctionnement du corps. Donc, sachez que aussi les œufs aussi sont des aliments qui en contiennent. Malgré les qualités nutritionnelles qu'il présente, l'œuf est un aliment qu'il faut surtout consommer ou utiliser avec beaucoup de précautions. Chez les personnes qui sont atteintes du diabète et l'hypertension, chez eux, le problème, c'est un peu au niveau de la question de dyslipidémie. Donc, si vous remarquez, ce sont des personnes, quand ils partent en consultation, on leur demande un peu de faire certains examens sanguins. Et surtout, on leur surveille les taux de HDL, LDL, qu'on considère, vous allez entendre qu'on va dire bon cholestérol, mauvais cholestérol. Et je pense que le conseil que je donne aux personnes qui en utilisent abusivement, c'est de surveiller leur constante lipidique du corps. Donc, c'est d'effectuer un peu de manière permanente, même si c'est une fois dans l'année, les bilans lipidiques pour vérifier est-ce que cette consommation n'impacte pas ou n'influe pas sur leur santé. Ainsi, si la consommation des œufs joue un rôle important dans le bien-être de nombreuses populations, il est néanmoins conseillé de les consommer avec modération pour prévenir les éventuels effets indésirables liés à une consommation successive.
Ils se faufilent dans les ruelles les plus étroites, desservent les quartiers les plus éloignés et permettent chaque jour à des milliers de personnes de rejoindre leur destination. À Niamey, les taxis-motos communément appelés Kabou-Kabou sont devenus aujourd'hui un maillon essentiel du transport urbain. Un secteur en pleine expansion qui facilite le quotidien de nombreux usagers tout en faisant face à d'importants défis. Rachida Koulibaly et Massaoudou Hachim. Dans plusieurs quartiers de Niamey, là où les taxis ordinaires et les véhicules de transport en commun peinent à accéder, les taxis motos appelés Kabou-Kabou assurent un service devenu indispensable pour de nombreux usagers. Apparu il y a quelques années dans certains quartiers comme Tallagé, Pays-Bas et Aéroport, cette activité s'est progressivement développée compte tenu de l'urbanisation croissante et des besoins de déplacement des habitants. Les gens font des retards parfois en ville à travers les problèmes des taximans et là. Nous, on transporte la personne tout de suite. C'est sur les champs. Cela fait 8 ans que j'exerce cette activité de Kabou-Kabou. Nous parcourons les quartiers comme Kouartegui, Danzamokwara, Poste, les plateaux, et les prix du transport varient entre 200 à 1000 francs selon la distance à parcourir. Nous sommes les conducteurs des taxis-motos du quartier Rodézy. Nous desservons plusieurs axes à travers la ville. Nos déplacements dépendent essentiellement de la demande et de la destination indiquée par les clients. Nous sommes tous des employés ici. Nous profitons de nos temps libres pour faire les Kabou-Kabou. Nous desservons les quartiers références Tchangarey, Bossé-Bongou et Kouartegui. Les prix de la course varient de 200 à 500 francs. Cependant, ces dernières années, face aux nombreuses plaintes des clients liées aux cas d'agression et de vol et afin de mieux sécuriser leur activité contre les infiltrés, certains conducteurs de taxi moto ont décidé de se regrouper au sein d'une association. Quand un conducteur de moto commet une faute, nous les Kabou-Kabou sommes directement indexés. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous regrouper au sein d'une association. Nous sommes plus de 530 dans cette association. Quand un client vient avec une plainte, il suffit tout simplement de donner le numéro inscrit sur le gilet. 530. Tout celui qui vient sans gilet parmi nous, nous le signalerons à la police pour qu'elle puisse enquêter sur lui. Nous sommes tous reconnus à travers nos gilets et nos numéros. Les infiltrés sont rejetés. Une initiative appréciée par les clients. Les Kabou-Kabou sont d'une grande utilité pour nous. Là où les taxis refusent de nous transporter à cause de l'ensablement, eux acceptent de nous y amener. Conscients de leur rôle dans la mobilité urbaine, les conducteurs de taxi lancent un appel aux autorités compétentes afin de bénéficier d'un meilleur accompagnement. Ce qui nous donne des soucis ici, vraiment, c'est la reconnaissance de l'État, de l'autorité, qu'il n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Nous, on veut que l'autorité nous reconnaisse. On peut nous faire des gilets et trucs là. Nous, on peut s'organiser en association pour porter des gilets. Pour que même si en ville, on te voit, on sait que ça, c'est Kabou-Kabou. Nous souhaitons que le gouvernement nous aide à améliorer notre condition de travail. Aujourd'hui, les Kabou-Kabou ne sont plus un simple moyen de déplacement, mais de véritables acteurs de mobilité urbaine. Leur développement progressif témoigne de leur importance dans le quotidien des populations, appelant ainsi à un meilleur encadrement afin de garantir un service sûr et durable.
Il est artiste, musicien, chanteur, compositeur. Il est connu dans le mouvement du rap au Niger dans les années 1993. Il était taximan, rappeur, membre du groupe Kaidangaskia. Lui, c'est Issoufou Oumarou dit Fenobi. Ce soir, notre rubrique culturelle parle de cet artiste Moubaraka Murtala et Abdurazak Amadou. Dans l'histoire du hip-hop nigérien, certains noms ont ouvert la voie. Fenobi, de son vrai nom, Issoufou Oumarou, est de ceux-là. Considéré comme l'un des pionniers du rap au Niger, il fait ses premiers pas sur la scène musicale dès les débuts des années 90 sous le pseudonyme du taximan rappeur. En 1993, il rejoint officiellement le mouvement rap nigérien naissant et participe à l'émergence du hip-hop qui puise sa force dans les réalités, les langues et les valeurs de la société nigérienne. Dès que j'ai rencontré le rap, et en même temps je faisais taxi, le grand frère m'avait acheté un taxi. Et maintenant, au bord de ce taxi-là, je faisais mon rap. Et comme c'était les débuts du rap au Niger, je me suis retrouvé à faire beaucoup de sound system. Avant, c'était des sound systems qui se faisaient un peu partout dans les cinémas, dans les salles de spectacle. Mais l'histoire de Fenobi est aussi celle de Kaidangaskia, un collectif devenu une référence. Son nom, qui signifie serment de vérité en Hausa, résume à lui seul toute une philosophie. Aux côtés des figures comme Safia Aminami, Omar Hamani Di Castro, Peto, il contribue à bâtir un rap conscient, engagé et profondément ancré dans son environnement. Ensemble, ils donnent une voix à la jeunesse en quête d'expression et de changement. Avant de croiser le rap, j'avoue que peut-être ma première cassette que j'ai eue à avoir, c'était une cassette de Alpha Blondy, Brigadier Savary. Mais après ça, j'ai écouté aussi beaucoup la musique zaïroise. Les Zaïko Langalanga, Soukous Star. J'ai écouté beaucoup de la musique zaïroise et aussi la musique qui nous a bercés. Mais maintenant, à l'arrivée du rap, vu que c'est une musique qui allait avec ma génération, c'est une musique qui se faisait un peu partout dans le monde. Avec une plume directe et un discours sans retour, Fenobi fait de la musique un espace de réflexion et de prise de conscience. S'il rappe en français, il n'hésite pas à intégrer les langues nationales pour rester au plus près des populations. Ces textes abordent les réalités sociales, défendent l'identité culturelle et portent les préoccupations de son époque dans un contexte où les moyens de production étaient limités. Il transforme le micro en outil d'expression et de mobilisation. Avec des jeunes comme moi, et ça a été beaucoup plus simple pour moi de faire la musique rap et aussi de véhiculer aussi des messages qui nous tenaient beaucoup à cœur, qui sont des messages de libération de cette jeunesse, parce qu'avant, les jeunes, ça finit les études, il n'y a jamais de boulot. Les jeunes sont un peu, presque des laissés pour compte, on peut dire. Les jeunes n'étaient pas beaucoup impliqués dans la vie sociale et tout et tout. Et maintenant, c'était vraiment ça la vraie motivation de faire le rap. Je me suis dit que c'est un canal par lequel je peux vraiment véhiculer des messages. Son univers musical se distingue par la rencontre entre rythme urbain et sonorité du terroir. Après la séparation de Kaidangaskia, l'artiste poursuivit son chemin en solo et signe plusieurs titres, parmi lesquels Yanie Koyo, Goriba et Kenny Keso. Un parcours riche qui témoigne de sa constance, mais qui soulève aussi une interrogation. Comment permettre à la musique nigérienne de franchir davantage les frontières et de trouver toute sa place sur la scène internationale?
À un moment, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aller à la science de la musique? Pourquoi ne pas apprendre véritablement la musique, comprendre la musique? Et donc, ça fait que je me suis engagé à me former musicalement et j'ai choisi d'apprendre le piano et même de faire la théorie musicale. Plus qu'un rappeur, Fenobi est le témoin de l'époque et l'un des artisans d'un mouvement qui a marqué la culture urbaine nigérienne. Fidèle à ses convictions, il a choisi la cohérence plutôt que la facilité. Le message plutôt que l'effet de mode. Plus de 30 ans après ses débuts, son nom reste associé à une génération d'artistes qui a fait du rap un outil de conscience, de transmission et de fierté nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.